Ses recherches portent sur les chaînes de sous-traitance du travail d'IA entre la France et le continent africain. Il est actuellement chercheur postdoctoral au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Il travaille sur la gouvernance des plateformes numériques et il a eu la gentillesse de venir avec nous cet après-midi pour nous présenter les résultats de ces travaux de recherche. Et donc, merci Clément pour ta participation. Et je te cède la parole pour 45 minutes, suivi d'un petit temps de discussion, qui sera animé par Nicolas Vispi. Merci beaucoup, Vincent. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais juste partager. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour cette présentation, on va aborder effectivement une enquête qui a porté sur l'annotation de données, donc la production de données qui sert à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. On va s'attarder essentiellement sur deux aspects. Premièrement, que font ces travailleurs des données? Qui sont principalement situés dans le sud global. En l'occurrence, là, l'enquête porte principalement sur des travailleurs de Madagascar. On verra que leur rôle est vraiment essentiel dans la fabrication des modèles d'IA. D'ailleurs, ça nous permettra peut-être de faire le lien avec la précédente présentation sur l'explicabilité. Et puis, on abordera aussi la question de la précarité en fait de ces travailleurs, hein, puisque un des enjeux de la présentation, c'est aussi de questionner les impacts de l'IA sur le travail. Et en l'occurrence, là, on a des impacts directs sur certains travailleurs, alors qu'ils sont pas forcément les plus visibles. C'est pas forcément ces travailleurs-là dont on discute le plus. Mais voilà, on va aborder un petit peu leurs conditions de vie et de travail à Madagascar. Alors, vous avez peut-être, notamment pour les Français, entendu parler de cet article de Mediapart qui évoquait une entreprise donc, qui s'appelle Onclusive, qui s'occupait en gros de faire de la veille média. Donc, leurs clients, ce sont des entreprises qui ont besoin de savoir comment on parle d'elles dans les médias. En fait, cette entreprise, elle a été sous le feu médiatique parce que elle a annoncé avoir remplacé ses équipes en France par un modèle d'IA qui permettait de faire le même travail, mais automatiquement. Et en fait, ce que les syndicats ont fini par découvrir, c'est que le modèle était pas spécialement opérationnel, mais que dans le même temps, cette entreprise-là avait renforcé ses équipes délocalisées à Madagascar. Ce qui en fait permet d'introduire le point clé de cette présentation qui est finalement dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle ne cache pas aussi une forme de délocalisation du travail. Alors, on a également beaucoup parlé de ce sujet pour ChatGPT. Donc, pareil, hein, en regardant un petit peu l'actualité, on avait pu voir cette enquête du Time sur les travailleurs kényans d'OpenAI qui rendaient ChatGPT moins toxique. Donc en fait, c'était des travailleurs qui étaient recrutés pour éviter que ChatGPT vous donne des résultats pornographiques ou toxiques, haineux, de manière générale. Alors, ce sujet-là, de la notation de données et plus généralement de la délocalisation d'activités liées à l'IA, il a pris de plus en plus d'ampleur au fil des années. On peut penser aux enquêtes de Lili Rani, mais également de l'Organisation internationale du travail. Je pense que Oumar Rani l'a abordé dans sa présentation ce matin. C'est un sujet qui, dans la littérature scientifique, s'est de plus en plus développé au fil du temps. Néanmoins, on avait encore peu d'études qui prenaient en compte l'ensemble de la chaîne de production. C'est-à-dire que les enquêtes se focalisaient principalement sur les travailleurs des données, les personnes qui produisent les données. Et puis on avait aussi beaucoup d'études qui étaient centrées sur les pratiques des chercheurs en IA en matière de production de données, mais assez peu sur les pratiques des entreprises. Et on verra que ça a son importance puisque les pratiques des chercheurs sont assez différentes de celles des entreprises qui ont besoin de faire tourner des modèles qui s'appliquent dans la vie réelle et qui donc fonctionnent de la manière la plus parfaite possible.
et on verra en quoi c'est un problème. Et puis c'est un champ d'études qui a été beaucoup axé sur des plateformes numériques de travail, principalement utilisées dans les pays anglophones. Vous avez peut-être entendu parler d'Amazon Mechanical Turk, donc une plateforme qui permettait à des entreprises de recruter des travailleurs qui fabriquaient des données pour quelques centimes de dollars, l'image ou le morceau de texte. Euh, Cette enquête, elle part donc de ce constat. Peut-être qu'il faudrait repartir des pratiques d'annotation des entreprises. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser aussi à d'autres aires géographiques, notamment la France. Et donc, c'est une enquête qui a été initiée par Paola Tubaro, Antonio Casilli et que j'ai menée avec Maxime Cornet, pendant laquelle on s'est focalisé et je me suis focalisé sur deux terrains en particulier. Un premier terrain d'enquête avec des employés de start-up parisiennes d'intelligence artificielle, donc 27 personnes issues de 18 entreprises, et les travailleurs à Madagascar qui fabriquent les données pour les modèles d'IA de ces entreprises. Et là, donc, il y a eu un questionnaire qui a été diffusé aux travailleurs et il y a eu 147 entretiens réalisés avec des travailleurs des données, à la fois en ligne et sur place. Donc, j'ai passé un mois et demi à Madagascar à interroger des travailleurs. Pour rentrer un petit peu dans cette enquête, je vais commencer par vous expliquer un peu le rôle de ces travailleurs invisibles de l'IA. Alors, moi, je les considère comme des travailleurs de l'IA, vous le verrez pourquoi, parce qu'en fait, leur rôle ne consiste pas uniquement à fabriquer des données. C'est évidemment au cœur de leur travail, mais en fait, en réalisant toutes ces activités de production de données, ils ont un rôle déterminant sur la manière dont le modèle va se comporter. Alors, là, je vais revenir sur quelques exemples de projets d'IA sur lesquels je suis tombé pendant cette recherche. Un premier exemple porte sur des modèles d'IA appliqués aux caisses automatiques dans la restauration d'entreprise. C'est ce que vous voyez à l'image. Et donc là, vous avez un modèle d'IA qui utilise de la reconnaissance d'image pour faire la tarification d'un plateau repas dans de la restauration d'entreprise à la place d'une caissière. C'est ça le projet initial de l'entreprise. Problème, la nourriture, c'est assez compliqué à automatiser, tout simplement parce que les modèles n'arrivent pas à des niveaux de performance suffisamment élevés, étant donné que la nourriture, ça évolue énormément. Euh, Il est très difficile de distinguer certains types de plats. Et puis surtout, les plats dans une cantine d'entreprise sont pas servis toujours de la même manière. Parfois, la sauce est pas au même endroit. Voilà, parfois, la viande est pas cuite de la même manière. Et donc, ça pose énormément de problèmes en termes d'entraînement de ces modèles. C'est ce qui explique que cette entreprise a fait appel à de nombreux travailleurs pendant plusieurs années. Donc, de travailleurs à Madagascar, dont le travail consistait à ce que ces travailleurs appellent faire de la géométrie, et qui consiste en fait à entourer les éléments d'un plateau repas présent sur une image. Donc c'est le verbatim que vous voyez à l'écran. Ça consiste à faire de la géométrie. S'il y a un plat qui est sur l'image, c'est nous qui entourons tous les ingrédients. Tous les jours, pour moi, ça fait à peu près 400 images de plateau repas si je vais vite. Sur ces années, sur toutes ces années, il y a eu des millions d'images en fait de plateaux repas qui ont été annotées à Madagascar pour cette entreprise. Si on regarde de manière peut-être un peu plus visuelle en quoi leur travail consiste, euh, vous retrouvez sur cette image un plateau repas assez classique et donc finalement leur travail va consister à entourer les éléments du plateau repas et ensuite à les classer. Donc vous retrouvez, voilà, le travailleur doit entourer le brie et puis il doit classer ce fromage dans la bonne catégorie. Alors ça pose plein de problèmes hein, pour les travailleurs parce que, comme je l'ai dit, la nourriture, c'est très varié. Donc, ces travailleurs-là, ils vont recevoir en général une formation, un guide d'annotation qui va parfois être très long, ça peut être une soixantaine de pages. Et ce guide d'annotation, il va servir à décrire tous les cas potentiels que les travailleurs vont retrouver sur ces plateaux repas. Mais vous imaginez bien que ces guides d'annotation euh, ne prévoient pas tous les cas de figure possibles.
C'est-à-dire qu'on fait un guide d'annotation, peut-être basé sur 10, 15 000 images, mais en fait, quand on en annote plusieurs millions, bah, évidemment, on va tomber sur des cas qui sortent de la classification qui a été pensée par les concepteurs. Et donc, les travailleurs vont avoir parfois énormément de problèmes à gérer ces ambiguïtés. Ça donne des entretiens assez marrants en un sens, hein, où les travailleurs finissent par dire mais qu'est-ce que vous avez, vous les Français, avec toutes vos sortes de fromages? Parce qu'en fait, les travailleurs se retrouvent à devoir différencier le brie du Saint-Nectaire, du Roquefort, avec une vue d'en haut en plus, donc c'est assez complexe. Le problème dans cet exemple-là, c'est que c'est un modèle qui fonctionne pas parfaitement. Il fonctionne pas parfaitement parce que il va avoir du mal à intégrer les évolutions dans le menu, dans la nourriture. Donc, il va avoir besoin d'être constamment mis à jour avec des nouvelles données à noter. Et puis, il y a une difficulté à prendre en compte des objets parasites. C'est-à-dire que une fois que le modèle est déployé dans les restaurants d'entreprise, on va se rendre compte, en étudiant les images prises par la borne automatique, qu'il y a des objets qui apparaissent. Alors, un exemple, ce sont les téléphones portables. Voilà, des personnes qui mettent leur téléphone portable ou leur carte de cantine sur leur plateau. Problème, parfois les cartes de cantine, il y a les noms et prénoms, et donc ce sont des données personnelles, donc il faut flouter ces images-là. Et à nouveau, on a besoin d'annotation pour perfectionner le modèle, pour éviter que ces objets apparaissent. Donc beaucoup d'annotations, beaucoup de mise à jour du modèle, finalement des travailleurs qui opèrent une réelle maintenance du modèle à distance. Et puis par ailleurs, un système qui fonctionne de manière imparfaite. En l'occurrence, dans ce cas précis, on a un système qui fonctionne parfaitement dans 50% des cas, c'est-à-dire que dans 50% des cas, la tarification proposée au consommateur est correcte. Dans 30% d'autres cas, le modèle est capable de proposer plusieurs options au consommateur qui est obligé de valider la bonne option. Et puis le reste du temps, le modèle n'est tout simplement pas capable de proposer les bonnes solutions. Dans ce cas-là, c'est au client de choisir la bonne solution. Ça illustre cet aspect-là d'imperfection des modèles, illustre le besoin d'avoir en permanence des travailleurs, notamment à Madagascar, qui vont mettre à jour les modèles d'IA. Alors, on a d'autres exemples de projets. Ça, c'est pas un exemple qui est tiré de mes recherches, c'est un exemple qui est tiré d'un article de Mediapart qui concerne Siri, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans ce cas précis, les travailleurs doivent vérifier si la transcription textuelle proposée par le modèle correspond bien à l'enregistrement audio. C'est ce que vous voyez sur l'image. Donc, il y a aussi tout un ensemble de tâches qui va être externalisé à Madagascar qui consiste à vérifier le bon fonctionnement des modèles d'IA. Une fois que le modèle est déployé en production, il va y avoir certaines tâches, certaines activités qui vont rester à Madagascar pour faire de la vérification de ce modèle. Et puis, il y a un dernier cas de figure, alors qui est un peu plus extrême, qui est illustré par ce verbatim. Donc là, en l'occurrence, c'est le projet d'une startup française qui veut prévoir automatiquement les vols dans les supermarchés en détectant les voleurs sur la base de leur gestuelle. Alors là, ce qu'on a découvert, c'est que en fait, il n'y avait pas vraiment de modèle, ou en tout cas un modèle qui était extrêmement léger, et que finalement, c'était les travailleurs qui regardaient les images en direct pour identifier les voleurs à distance. Euh, Effectivement, c'est un cas qui peut paraître extrême, mais globalement, sur tous les projets euh, qu'on a pu analyser, qu'on a pu découvrir, on se rend compte qu'on est toujours dans un continuum entre des projets relativement automatisés et des projets quasiment exclusivement humains. Mais en fait, même dans les projets les plus automatisés, il y a toujours des tâches de vérification et de supervision humaine, des tâches qui permettent au modèle de fonctionner parfaitement. Alors, évidemment, pour la caisse de cantine, on peut se dire c'est pas très grave si la caisse de cantine dysfonctionne. Le problème, c'est plutôt quand on installe un modèle de reconnaissance d'image appliqué à une chaîne de montage, par exemple, dans l'industrie, ou bien qu'on met des modèles dans des voitures autonomes. Là, évidemment, on peut avoir besoin de davantage de supervision humaine. Donc, au final,
le message clé que je voulais adresser, c'est que finalement, il y a assez peu de projets dans ce qu'on a pu observer, donc de projets déployés dans la vie réelle, hein, déployés en production, qui permettent vraiment une automatisation complète. Et là, je fais référence à William Grossin, qui dans un article, donc un sociologue du travail, qui dans un article définissait l'automatisation comme euh, la capacité à créer un produit sans que ce produit soit touché par la main de l'homme. Là, on n'est pas vraiment dans ce cas-là, il y a toujours une supervision humaine. Ça m'amène aussi à introduire un autre aspect de cette délocalisation, qui est que ce secteur du travail des données et ce secteur du travail qui permet la fabrication des modèles d'IA, il s'inscrit aussi dans une industrie plus large de l'externalisation de services, ce qu'on appelle le business process outsourcing, hein, assez, euh, qui a été assez connu, notamment dans le cas de l'Inde pour les États-Unis. Euh, donc, vous retrouvez des centres d'appel, vous retrouvez aussi de la modération de contenu pour les réseaux sociaux, mais également de la saisie de données. Donc, la saisie de données, c'est par exemple euh, une bibliothèque qui veut numériser des livres anciens, qui va avoir besoin euh, de travailleurs humains pour transcrire des mots de ces livres anciens en version numérique. Cette industrie plus large, en fait, elle va aussi servir ces promesses de l'automatisation. Vous allez avoir plein d'activités annexes qui vont être utilisées par des services numériques. On peut penser à des services de call center. Alors, si vous êtes une plateforme numérique de travail qui fait de la livraison, vous allez avoir un call center qui permet à un livreur qui est perdu dans Paris d'avoir des informations sur l'endroit où il doit aller, euh, etc., etc. Toutes ces activités-là servent en fait plus généralement cette industrie du numérique. Alors évidemment, quand on parle de délocalisation, une question qui se pose, c'est pourquoi déjà cette délocalisation, elle se fait dans un pays comme Madagascar? Et surtout, qu'est-ce que ça nous raconte du contexte local, mais aussi du coup des externalités négatives de la fabrication de ces technologies, donc en l'occurrence l'intelligence artificielle? Euh, Ce qui m'amène au deuxième point de ma présentation, euh, qui consiste à essayer de comprendre comment s'est structuré le secteur à Madagascar. Alors, en premier point qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Madagascar, c'est un des pays du continent africain qui exporte le plus de services informatiques, de services numériques euh, dans le monde. Donc, en fait, c'est un pays qui a eu une croissance très importante sur ce créneau des services informatiques, des services numériques. Ce qui explique d'ailleurs en fait qu'on retrouve hein, des activités liées à l'intelligence artificielle là-bas. Alors j'utilise l'expression Madagascar comme bureau de la France hein, parce que ça avait été également employé pour l'Inde, pour la place de l'Inde vis-à-vis des États-Unis. Et en fait, ce secteur-là, si on essaye un petit peu de le quantifier, il représente à peu près 3% du PIB sur place et à peu près 23 000 travailleurs dans des entreprises formelles. Alors, je dis bien formelles, puisqu'il y a aussi toute une zone grise, toute une zone tout un ensemble de travailleurs qu'on va retrouver plutôt dans des entreprises informelles, donc qui ne sont pas déclarées, qui n'ont pas de vrai contrat de travail. Et tout ça va former un petit peu cette industrie de l'externalisation de services au sein de laquelle on va retrouver ces travailleurs des données. Madagascar, c'est un pays qui a eu d'importants problèmes de développement sur ces 30 dernières années et qui s'est relativement moins développé que d'autres pays comparables sur le continent africain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette industrie du numérique, elle n'émerge pas il y a quelques années avec l'IA. En fait, elle est présente depuis pas mal d'années. En fait, le gouvernement malgache a mis en place des zones franches donc des zones économiques exclusives, hein, on peut appeler ça comme ça, mais la loi malgache parle de zones franches, donc c'est-à-dire des zones au sein desquelles les entreprises doivent être principalement tournées vers l'exportation, mais surtout des zones dans lesquelles ces entreprises bénéficient d'exonération fiscale.
Autrement dit, elles payent quasiment pas d'impôts. Tout ça, ça s'est développé énormément dans des industries extractives comme les mines ou industrielles comme le textile. Et puis à partir du début des années 90, dans les services. Donc vous retrouvez des exemples d'entreprises qui ont délocalisé dès les années 90 la numérisation de livres. Des éditeurs, par exemple français, qui envoyaient les livres par avion à Madagascar euh, pour être retranscrits numériquement. Ces livres étaient ensuite renvoyés par avion sous forme de disquettes en France, à tel point qu'une des plus grosses entreprises du secteur s'était même développée, avait même ses locaux juste à côté de l'aéroport. On y reviendra sans doute, mais un des principaux problèmes en termes d'externalités négatives de ce secteur, ce sont les exemptions d'impôts. Euh, alors même que ce secteur des zones franches permet en théorie de maintenir des obligations sociales vis-à-vis des donneurs d'ordre et des entreprises qui exercent dans ce secteur. Ça reste des obligations sociales assez théoriques parce qu'elles ne sont pas contrôlées par une agence gouvernementale, par le gouvernement malgache au sens large. Un autre problème de ce secteur de l'externalisation de services numériques, c'est qu'il est essentiellement contrôlé par des investisseurs extérieurs, notamment français et mauriciens. Donc là, vous voyez la répartition par nationalité des entreprises du secteur. On trouve principalement ces investisseurs français. Euh, et puis, c'est évidemment un secteur qui s'inscrit dans une dynamique postcoloniale avec toujours une frontière assez forte entre les Français qui viennent là-bas pour diriger ces entreprises et les travailleurs malgaches. Pareil, on va y revenir, ce qui pose énormément de problèmes en termes de professionnalisation du secteur et en termes de remontée de la chaîne de valeur. Là, je vous ai mis un verbatim. Il y a aussi cet état d'esprit toujours maintenu entre l'homme blanc et l'homme noir avec la colonisation. Le fait que les entreprises offshore sont toujours détenues par des vasas, des étrangers. Donc les vasas, c'est les Français ou les étrangers. Tout ça fait que Madagascar, c'est devenu petit à petit une destination très importante pour cette externalisation. Là, c'est l'extrait d'un entretien avec le vice-président d'une grande entreprise donc, qui fait de la notation de données pour l'IA et qui énumère un petit peu les qualités de Madagascar par rapport à cette délocalisation. Donc une main-d'œuvre disponible, francophone, compétitive, un Internet de qualité, un décalage horaire avec la France qui est très proche. Alors le décalage horaire, il est très important. Si je reprends l'exemple des supermarchés, euh, pour éviter des vols dans les supermarchés, il faut que ce soit en quasi temps réel. Et donc, finalement, ça peut être pratique d'avoir un décalage horaire assez faible pour faire travailler les personnes à Madagascar sur des horaires sur les mêmes horaires que les supermarchés en France. Et puis évidemment, c'est un secteur qui profite d'une culture francophone très forte dans le pays. Alors ça, on y reviendra peut-être, mais quand vous devez annoter des images de plateaux repas, c'est évidemment préférable d'avoir une idée de ce que c'est que la culture gastronomique française. Et puis quand vous travaillez avec des entreprises françaises, pour pouvoir discuter des ambiguïtés sur certaines données, c'est plus pratique de pouvoir parler en français ou en anglais, parce qu'on retrouve également une partie du marché américain qui est en train d'arriver à Madagascar depuis l'Inde. Alors, voilà un petit peu pour la manière dont se structure le secteur et mais le point peut-être le plus important, c'est de comprendre qui sont en fait ces travailleurs et aussi comment ils vivent en fait ce travail pour l'intelligence artificielle. Alors déjà, si on essaye un petit peu de dresser la sociologie de ces travailleurs, on est essentiellement sur des jeunes instruits et urbains, donc 68% d'hommes, plutôt des jeunes, voilà, qui sont principalement situés dans la capitale, qui ont un haut niveau de qualification pour le pays. 75% de notre échantillon concerne des personnes qui sont allées à l'université. Alors, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à valider un diplôme à cause du coût des études à Madagascar. Et puis surtout, c'est des personnes qui ont un bon niveau de français, voire un très bon niveau de français. Un autre aspect de leur sociologie, c'est qu'il s'agit de travailleurs relativement inexpérimentés. Donc, ce que vous voyez sur
cette distribution, c'est le nombre d'emplois de moins de 6 mois dans la carrière de ces travailleurs avant de rejoindre une entreprise d'annotation de données. Donc, vous voyez que la majorité de ces travailleurs a eu un emploi ou moins. Euh, Ce sont des travailleurs qui sont attirés par ce secteur euh, parce que c'est un secteur qui arrive à proposer des conditions de travail parfois meilleures que dans le secteur informel. Donc, ça pousse finalement certains jeunes urbains à rechercher des emplois dans ces entreprises. Ce sont des emplois où ils vont bénéficier d'un CDD, d'un CDI, euh, avec parfois un peu de protection sociale, hein, donc la médecine du travail, ce qui va être très important. Il va y avoir des cotisations retraite, voilà, des choses qui peuvent être, qui sont importantes. Mais c'est aussi un secteur dans lequel on va retrouver beaucoup de travail atypique et donc du travail informel où là tout va se faire avec un statut qui va être un statut d'indépendant en fait, hein, donc là avec aucune cotisation sociale ou patronale. Et surtout, que ce soit dans le secteur formel ou informel, on va avoir très peu d'impôts pour les entreprises, euh, ce qui montre aussi que ce secteur bénéficie assez peu au pays de manière générale. Et puis, on va avoir un risque élevé de chômage. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le droit du travail euh, malgache est assez peu protecteur vis-à-vis des licenciements. Euh, donc, il y a notamment un motif de licenciement donc, qui est économique, qui est assez simple à mobiliser en fait pour une entreprise. Euh, et donc, en fait, vous allez avoir des donneurs d'ordre en France qui ont des projets d'IA qui vont arrêter les projets du jour au lendemain et donc tout le monde va être licencié. Euh, Tout le monde va être licencié du jour au lendemain, ce qui pose énormément de problèmes en sachant qu'ils n'ont pas de droit au chômage. Ils ont simplement une indemnité de licenciement calculée à raison de 10 jours de salaire par année complète de service. Donc, on pourrait assez largement dire que c'est assez faible pour ces travaux. Donc, ces indemnités de licenciement sont assez faibles hein, pour ces travailleurs. Euh, Quand on parle de projets qui s'arrêtent, il faut aussi considérer la structure du secteur de l'intelligence artificielle qui fonctionne énormément avec Alors, je suis désolé, c'est en train de sonner chez moi. Je suis en télétravail. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, la sonnerie, ça va peut-être gêner, non? Non, ça ne gêne pas et tu ne réponds pas à cette sonnerie. D'accord. Bon, bah, très bien. Tant mieux si ça gêne pas, je suis désolé. C'est les risques du direct en télétravail. Bref. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la structure du financement des startups d'IA, avec beaucoup de venture capital, voilà, de financement donc de startups qui vont avoir d'un coup 10 millions de dollars, vous allez avoir des projets qui vont durer 6 mois, d'un coup les startups ont plus de financement et ça va s'arrêter, ce qui va avoir des conséquences sur les travailleurs. Alors en termes de peut-être de lieu de travail, là c'est une photo qui a été prise dans une entreprise, donc vous voyez qu'en fait on est loin de voilà de la ferme à clic, hein. Ça ressemble vraiment à un open space assez classique en fait, hein, qu'on pourrait finalement retrouver ailleurs dans le monde. Euh, et de ce point de vue-là, les conditions de travail sont relativement acceptables. Alors, ça, c'est plutôt pour des entreprises formelles. Il y a des cas aussi, on retrouve des travailleurs dans leur chambre. Ils sont assis dans une chambre de 9 mètres carrés et, par exemple, ils vont annoter des images pour la voiture autonome. Ça arrive aussi, mais c'est beaucoup moins le cas. Ça ressemble vraiment plutôt à cette image-là, ce qu'on retrouve dans le secteur. Alors, un aspect particulièrement important quand on étudie la structure d'une chaîne de valeur, c'est le salaire. Donc là, on a la distribution du salaire au sein de notre échantillon de travailleurs. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'elle est assez écrasée autour de la médiane. On va retrouver des travailleurs qui vont gagner entre 90 et 120 euros par mois, avec quelques exceptions qui vont concerner des travailleurs qui ont réussi à atteindre des positions managériales plus élevées. Mais c'est vraiment l'exception.
C'est quelques personnes sur cet échantillon qui ont réussi à avoir cette trajectoire professionnelle. Donc voilà, ce que j'expliquais, des travailleurs qui gagnent entre 93 et 126 euros par mois, avec en plus un élément important, c'est qu'une partie de leur salaire est dépendant de leur performance. Jusqu'à 25, parfois 30% du salaire va dépendre de leur capacité à être des employés modèles, donc ne pas arriver en retard, et même dans certains cas, à annoter des données le plus correctement possible. C'est-à-dire que on va leur demander de ne pas se tromper dans leur manière de traiter les données. Et s'ils font des erreurs, on leur enlève cette partie du salaire. Euh, Si on donne des éléments de comparaison, ce salaire, globalement, il est légèrement inférieur au secteur du textile et il est meilleur que le salaire minimum. Mais le salaire minimum à Madagascar, il est à 50 euros par mois et il est assez faible, hein, même quasiment plus faible c'est quasiment au même niveau que enfin, c'est vraiment un salaire qui permet pas de sortir de la pauvreté, le salaire minimum là-bas. Euh, et en l'occurrence, dans cette industrie, ce qu'on a constaté à travers les entretiens, c'est que c'est absolument pas un salaire qui permet aux travailleurs de vivre décemment. Voilà, on parle beaucoup du concept de travail décent. Là, on est vraiment sur un salaire de subsistance à tel point que certains travailleurs ont plusieurs emplois. Et puis, il y a aussi un aspect que j'ai oublié d'évoquer, c'est que ce salaire, il est extrêmement faible par rapport à la valeur qui est captée par les entreprises françaises qui s'occupent de cette sous-traitance. Les clients, donc les startups d'IA, elles payent entre 500 euros et 1500 euros par mois et par agent. Euh, et donc finalement, le différentiel entre ce que le client paye en France et ce que le travailleur touche est quand même très important, d'autant plus que les coûts annexes ou les coûts des entreprises sont assez faibles à Madagascar. C'est un secteur où vous n'avez pas besoin de capitaux de départ, hein. Il faut des ordis. Les locaux ne coûtent pas très cher dans la capitale à Madagascar. Donc là, vous avez un différentiel qui est quand même très important. Euh, et ça, les travailleurs, ils s'en rendent compte, hein. C'est ce que vous pouvez voir sur ce verbatim. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a un intermédiaire entre le client et eux, ce qui leur donne ce sentiment d'exploitation. Donc, c'est ce que vous pouvez lire ici. J'ai l'impression d'être un peu exploité parce que je travaille dur et que le salaire n'est pas très bon. Surtout, c'est un salaire qui, en particulier avec l'inflation, devient de moins en moins intéressant. Là, vous avez un autre excès d'entretien avec un annotateur qui nous dit Antananarive, la capitale, c'est un peu difficile. Je dis pas que je suis dans la galère, j'essaie de vivre avec parce que c'est trop cher ici. La location la moins chère ici, c'est 200 000 arrières. Donc, plus le déplacement, la nourriture à la maison, l'éducation des enfants, c'est compliqué. Alors, 200 000 arrières, pour vous traduire en euros, c'est à peu près 50 euros. Donc, c'est à peu près 50% de leur salaire qui part dans le logement. Euh, Autre verbatim, le salaire, ça ne va jamais suffire. Ici, on est tous en double emploi, même les cadres. Tu vas aller travailler ici à chaque fin de mois, et à chaque fin de mois, tu auras ton revenu fixe, et quitte à toi de faire progresser tes petits business, etc. Pour donner encore d'autres éléments de comparaison sur ce salaire, sur le salaire dans le secteur, donc vous avez le Anchor Living Income Reference Value, qui est un organisme qui propose des estimations de salaire décents dans différents pays du monde. Alors, j'ai pas trouvé d'estimation pour le salaire décent dans la capitale malgache. J'ai uniquement trouvé euh, pour Madagascar, mais dans les régions rurales. Et on est à 101 euros par mois pour un ménage d'à peu près 4 personnes en zone rurale, en sachant que dans l'échantillon qu'on a, 50% des travailleurs déclarent que leur foyer gagne 139 euros par mois ou moins. Donc on voit qu'on est légèrement au-dessus du salaire décent, mais pour le cas de Madagascar rural, en sachant qu'ils habitent dans la capitale. Donc on n'est clairement pas sur un salaire décent dans ce travail d'annotation de données. Et puis surtout, et je reviens un petit peu à un problème très important du secteur, hein, c'est qu'il y a une dépendance extrêmement forte des travailleurs et des entreprises de sous-traitance vis-à-vis de leurs donneurs d'ordre. Donc en fait, on est dans des relations à long terme. C'est des travailleurs qui vont exercer ce métier d'annotateur des données pendant parfois
un an, 2 ans, 3 ans. Et donc, ils vont être vraiment intégrés dans le processus de fabrication de ces modèles d'intelligence artificielle avec un contrôle important de la part des startups françaises. Euh, et ça va se traduire par des outils, par des espaces de discussion sur lesquels les annotateurs vont pouvoir échanger avec les concepteurs des modèles d'IA. Euh, et donc, en fait, ces annotateurs vont suivre les évolutions du modèle hein, qui est en train de se construire du côté de ces entreprises. L'encadrement, il a lieu principalement en France, donc c'est-à-dire que les personnes qui gèrent la notation vont plutôt être en France. On va avoir simplement des projets, on va avoir simplement des postes de gestionnaires de projets ou de chefs d'équipe qui vont rester à Madagascar. Et donc globalement, les tâches à haute valeur ajoutée vont avoir lieu en France, ce qui explique qu'en fait, il y a vraiment assez peu d'opportunités de carrière et donc de remontée de la chaîne de valeur pour les annotateurs. Ce qui fait qu'en fait, ils ont très peu aussi de possibilités d'augmenter leur salaire au fil du temps. Euh, donc voilà, ça j'en ai un petit peu parlé, hein, mais la structure du marché des startups fait que euh, il y a cette dépendance vis-à-vis des startups d'IA et donc avec le mode de financement des startups, les projets peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Alors, ce point-là, il est important hein, parce que ça questionne aussi la manière dont on peut améliorer les pratiques des startups d'IA. Par exemple, on a trouvé des cas où il y a des entreprises d'IA qui délocalisent un projet d'annotation de données pendant 3 mois, puis ensuite ils arrêtent pendant 6 mois, puis ensuite ils reprennent pendant 3 mois. Donc, il y a aussi cette dimension dans la relation entre les donneurs d'ordre et les travailleurs. Euh, au sein, donc dans ces relations, on va avoir des entreprises qui fonctionnent voilà, avec des projets très itératifs. Euh, et sauf que ça, au niveau des travailleurs, ça peut occasionner des licenciements, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, sur cette partie-là, on va dire de la manière dont s'organise la chaîne de valeur, les entreprises d'IA, elles ont aussi un rôle à jouer en fait, en améliorant leurs pratiques pour tenir compte des impacts de leur manière d'organiser la production des modèles d'IA sur les travailleurs. Pour ces travailleurs malgaches, il y a très peu d'opportunités de postes supérieurs à un poste d'annotateur simple. Et finalement, il y a une forme de fierté quand même pour eux de faire partie de ce secteur innovant pour certains, mais il y a le constat d'une trajectoire empêchée, parce qu'en fait, c'est un secteur qui leur permet pas de progresser. Et donc, pour eux, la manière qu'ils auraient de se professionnaliser, ce serait de créer leur propre entreprise et d'aller démarcher eux-mêmes des clients en France, ce qui, en fait, n'est pas possible. N'est pas possible pourquoi? Parce que la faiblesse de leur salaire ne leur permet pas d'avoir du capital disponible pour investir. Il y a très peu aussi de modes de financement localement qui permettraient à ces travailleurs de monter leur entreprise, même en sachant que c'est des entreprises qui ne demandent pas beaucoup de capitaux, pas beaucoup de mise de départ. Euh, et puis, c'est aussi des travailleurs qui font face à bah, ce qu'on va qualifier de racisme, hein, c'est-à-dire que concrètement, les clients français ne leur font pas confiance parce qu'ils sont malgaches, donc il faut qu'il y ait un intermédiaire français. Sans compter qu'ils n'ont pas un capital social suffisant, donc des relations suffisantes pour trouver des clients en France. Donc finalement, on peut parler de dead-end jobs, hein, donc des emplois qui ne permettent pas de progresser et de construire une carrière, quand bien même on est sur des emplois qui demandent des compétences qui vont bien au-delà de juste cliquer sur des images. C'est des emplois qui demandent de la réflexion et qui demandent même de la réflexion sur ce que font les modèles d'IA. Les travailleurs, ils sont confrontés à toutes ces données qui permettent d'entraîner des modèles et ils doivent trouver des solutions pour que ces données soient annotées correctement. Et là, c'est peut-être un deuxième point, c'est que les clients français pourraient aussi tenir compte de ces connaissances tacites que les travailleurs développent sur l'IA en valorisant un peu mieux leur contribution à l'intelligence artificielle. Je pense que j'arrive au bout du chronomètre, donc je terminerai avec ce verbatim qui vient d'un travailleur qui nous dit ici à Madagascar, nous utilisons un argot, nous appelons ce type de travail sérum parce que c'est simplement un travail qui vous empêche de mourir. Et je terminerai sur 3 messages clés pour conclure.
Euh, Peut-être pour boucler avec la présentation précédente, mais comprendre ce que font les systèmes d'IA, faut s'intéresser aux phases de production de données, puisque c'est là-dessus que s'entraînent les modèles d'IA. C'est ce qui détermine le comportement des modèles. Donc en fait, il faut s'intéresser à ce que font ces travailleurs. Et là, on a aussi un enjeu qui est d'articuler l'enjeu social, donc l'enjeu lié au travail et technique de l'IA, notamment l'explicabilité, qui pourrait gagner en fait à prendre en compte l'ensemble de cette chaîne de valeur, l'ensemble des activités qui permettent de fabriquer un modèle d'IA. Et c'est là aussi où rendre visibles ces travailleurs de l'IA, euh, ça aurait du sens, pas que pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi pour identifier les limites des systèmes d'IA, mieux en comprendre le fonctionnement, et puis effectivement, finalement, valoriser davantage la contribution de ces travailleurs à l'intelligence artificielle. Je m'arrête là. Encore désolé pour les sonneries intempestives chez moi. Voilà, je reste là pour les questions. Merci beaucoup, Ben, Clément. Nicolas qui merci valide la Clément. réponse. À toi, Nicolas. Ouais, merci Clément pour la présentation qui du coup nous ouvre sur une réalité géographique éloignée, mais de choses qui nous touchent au quotidien. Alors avant de prendre, il y a quelques questions déjà de Frédéric et d'un spectateur anonyme. J'avais une première question juste pour ouvrir un petit peu ça. C'est du coup par rapport à ton propos. euh, et à d'autres publications que vous avez pu faire, toi ou Anthony Casilli, c'est finalement quelles mesures concrètes pourraient être prises pour rendre ce travail visible. Voilà, vous le faites au travers de vos publications, de vos travaux de recherche, mais voilà, pour améliorer la visibilité, la reconnaissance de ces travailleurs auprès du grand public et des décideurs politiques. Est-ce qu'il y a des pistes, des hypothèses pour faire évoluer les choses dans ce sens? Je réponds tout de suite. Oui, Ouais, oui, oui, oui. ok. Alors, la question de la visibilité des travailleurs, elle est évidemment, complexe, mais moi je dirais qu'il y a trois leviers. Un premier levier, ce serait déjà que les entreprises d'IA arrivent à se mettre d'accord sur des pratiques, puisqu'en fait, pour ces entreprises d'IA, les travailleurs, ils sont pas du tout invisibles, hein. Ils sont bien conscients qu'il y a des travailleurs, voire même certains dans les entretiens disent clairement, oui, oui, ben, sans ces travailleurs, on ferait rien. Et en fait, ils sont au cœur hein, de notre manière de fabriquer des modèles d'IA. Dans ces entreprises d'IA, il y a même des interactions régulières entre des employés des entreprises d'IA et des travailleurs. Donc finalement, je pense que le premier levier, ce serait simplement d'essayer de mettre en place peut-être des chartes de la part des entreprises sur des standards de conditions de travail et aussi des pratiques sur leur manière de délocaliser ce travail des données. J'ai notamment mentionné le fonctionnement par batch, par projet, où vous avez des projets qui durent 3 mois puis qui s'arrêtent. Peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus à leur manière de fabriquer des modèles d'IA pour davantage tenir compte de ça. Ensuite, il y a deux autres pistes qu'on peut identifier. Une première piste, c'est de s'appuyer sur le devoir de vigilance. Alors, il y a des discussions au niveau européen hein, sur ça. Il y a aussi une loi en France qui existe. Là, il y a la possibilité quand même de forcer les entreprises, notamment les grandes entreprises qui font soit appel à des startups d'IA, soit qui font directement appel à ces travailleurs, de faire des audits sur les conditions de travail dans ces pays-là. Je pense que c'est clairement pas suffisant. Et puis, on a aussi l'AI Act qui peut contribuer à rendre visibles ces travailleurs, notamment s'agissant des systèmes dits à haut risque, puisqu'il y aura des obligations de déclaration des modes de fonctionnement et des modes d'entraînement des systèmes d'IA auprès de la Commission européenne. Modes de déclaration qui sont pas nécessairement complètement stabilisés, mais au sein desquels on retrouve l'idée de déclarer la manière dont les données ont été annotées. Donc là, il y aurait une opportunité pour davantage rendre visibles ces travailleurs. D'accord, mais, merci Clément. Il y a une question très courte et très simple je pense, d'éclairage sur les conditions de travail à Madagascar, à savoir combien d'heures par jour travaille-t-il? Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien un emploi à temps plein, hein. Donc
Ça dépend des entreprises, mais c'est entre 8 et 9 heures par jour. Parfois, c'est 5 jours sur 7, parfois c'est 6 jours sur 7, mais enfin, c'est des semaines complètes, hein. C'est des travailleurs qui sont employés à temps plein. D'accord. On a une question également de Pascal qui a été intervenu sur une intervention précédente et qui évoque un cas de figure au ministère de la Justice qui a fait le choix d'internaliser ce travail d'annotation par des fonctionnaires. Et donc, il souhaitait avoir ouais, ton avis sur cette initiative, à savoir finalement, est-ce qu'on fait pas, après avoir exporté un modèle, est-ce qu'on fait pas de la réimportation d'un modèle précaire? Ouais, bah c'est effectivement donc bah c'est un cas qui a été étudié par une collègue, hein, Camille Gérard Chenudet, qui a étudié le processus d'annotation au ministère de la Justice. À ma connaissance, c'est un des rares cas où ça a été complètement internalisé. En fait, on a d'autres cas, hein, dans le service public où, au contraire, il y a eu une délocalisation de ce travail-là. Je pense notamment à un cas qui concerne une activité importante liée aux impôts, à la taxation, euh, qui a été délocalisée au départ et qui ensuite a été réinternalisée. En fait, ça a été réinternalisé pour des questions de qualité de la notation. Ils se sont rendus compte que confier l'annotation, une annotation liée aux impôts à des personnes qui connaissent pas les règles euh, des impôts en France, c'était problématique, surtout quand on les forme pas. Et donc, ils ont décidé de réinternaliser ce processus. Et je sais aussi que la ville de Nantes a fait une charte sur comment mettre en place des IA éthiques, dans laquelle ils ont intégré ce principe de pas faire appel à une force de travail délocalisée. Ensuite, je tiens quand même à dire que mon propos, c'est pas forcément de dire qu'il faut pas faire appel à ces travailleurs. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais déjà juste de les payer correctement et de mieux partager la valeur pour qu'ils puissent avoir des perspectives de vie en fait et des perspectives professionnelles. Je poursuis avec une autre question sur les deux méthodes, les deux types de méthodes d'apprentissage que tu as évoquées, le supervisé et le non supervisé. Il y a une question ici sur est-ce que l'algorithme arrive lui-même à identifier les images ou en gros, enfin, ce qui est entendu en tout cas au travers de cette question, c'est est-ce que ces deux systèmes coexistent, le supervisé et le Alors, non supervisé? on a tout type de systèmes qui ont besoin d'annotation dans tous les cas à Madagascar. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les entreprises vont utiliser des modèles qui ont déjà été entraînés, donc qui sont déjà capables de faire certaines tâches. Je pense au cas d'une entreprise qui faisait de la détection d'éléments sur des contrats juridiques. Ils se sont basés sur un modèle de langage qui arrivait à avoir déjà des bonnes performances sur la détection d'éléments dans des contrats. Mais en fait, ils ont eu besoin d'améliorer le modèle pour arriver bah, voilà, à des performances plus importantes. Et c'est là où ils ont eu besoin de mettre en place une annotation. En fait, ces entreprises-là, elles perfectionnent des modèles déjà existants ou des techniques déjà existantes. Et c'est là où l'annotation va vraiment avoir son rôle, avoir un rôle à jouer. Et ensuite, il y a aussi une stratégie qui consiste à dire de la part des entreprises, en fait, nous, on n'a pas les moyens de Google ou de Facebook, donc on ne peut pas recruter 500 chercheurs en IA pour bâtir un modèle de zéro. Mais finalement, en améliorant la source des données d'entraînement, on va arriver à des résultats plus qualitatifs. Et donc, il vaut mieux investir et passer du temps à annoter des données. D'accord. Ensuite, j'ai une question de Sylvie qui se questionne sur l'accès à la formation de ces salariés-là. Tu évoquais le fait que bon, une des seules pistes, c'est celle d'éventuellement devenir indépendant, mais que cette piste est bloquée parce que finalement, ça demande du capital. Donc, il y a une forme de cercle vicieux là. Donc, la question voilà, de la formation qui leur permettrait d'évoluer vers d'autres fonctions, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le contexte que tu as pu observer? Alors, théoriquement, pour les entreprises formelles, il y a une contribution à un fonds pour la formation professionnelle. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place depuis quelques années. Néanmoins, ça reste assez peu utilisé dans ce qui a été observé sur le terrain. Et donc pour l'instant, c'est
une perspective qui reste assez limitée. Néanmoins, c'est clair que c'est peut-être là où il y a une possibilité pour amener des travailleurs vers des emplois peut-être de développeurs web, de graphistes qui seraient mieux rémunérés. Et donc là, on pourrait vraiment professionnaliser ou en tout cas arriver à améliorer ces trajectoires professionnelles. D'accord. Alors, on a également une question de Pierre qui évoque la notion de gig économie et de travail à la tâche. Et voilà, est-ce que il perçoit que ton propos témoignait finalement d'une organisation de travail assez structurée, d'une chaîne avec des maillons qui s'additionnent. Voilà, est-ce que c'est ces deux dimensions qui se conjuguent ou est-ce que c'est deux systèmes qui cohabitent? Ouais, alors je fais juste une incise sur la formation. Je précise quand même qu'un certain nombre de ces travailleurs, comme je l'ai dit, ils ont une formation, hein, même des médecins, des ingénieurs informatiques, hein. Donc il y a aussi une difficulté au-delà de la formation à faire en sorte que des entreprises locales puissent exister et proposer ces services-là et proposer des emplois liés à ces services-là aux travailleurs. Bref, je ferme la parenthèse. Sur la question de la gig economy, effectivement, là, on n'est pas du tout dans du paiement à la tâche. Il y a certaines entreprises qui mettent en place ou qui mélangent un peu le salaire et le paiement à la tâche, mais on est loin des plateformes comme Uber ou comme Amazon Mechanical Turk. Pour le moment, on n'a pas énormément de données qui permettent de savoir comment ça s'articule en fait ces plateformes et ces modes de délocalisation plus structurés. L'hypothèse assez forte qu'on travaille aujourd'hui et qui semble se vérifier, c'est que il y a eu une évolution du secteur de la notation de données entre voilà le début de l'IA dans les années 2010, 2011, 2012 où c'était uniquement des chercheurs en fait qui avaient besoin de données et aujourd'hui où on est face à des entreprises qui ont besoin de faire des modèles qui fonctionnent le plus parfaitement possible dans le monde réel et qui vont du coup davantage investir sur ces travailleurs des données et qui vont investir surtout sur des relations stables avec des travailleurs, travailleurs qui vont pouvoir acquérir des compétences et une connaissance du projet sur lequel ils sont en train d'annoter. Ça vient aussi avec une complexité des projets d'IA. Euh, Sur Amazon Mechanical Turk, le système traditionnel, c'était vous êtes un travailleur des données, vous pouvez jamais discuter avec l'entreprise qui vous embauche, donc vous n'avez pas de lien en fait entre les deux, et vous avez très peu d'explications sur la tâche. Sauf que pour produire un modèle performant, bah, en fait, les entreprises, elles mettent en place des guides d'annotation de 60 pages, des formations, des espaces de discussion avec ces travailleurs. Et donc, finalement, ce serait plutôt autour de la notion de qualité des données et donc de qualité des modèles d'IA qu'il faudrait voir une explication de cette évolution entre paiement à la tâche, avec très peu de relations travailleur-entreprise, et un modèle plus structuré, plus organisé. Alors, on aura le temps de prendre encore peut-être une ou deux questions. J'en ai une là de notre collègue de l'ANA, Karine Babul, qui se pose la question voilà, sur ce type d'emploi. Au-delà de la localisation géographique à Madagascar, est-ce que c'est un type d'emploi qui se fait principalement sur site, en open space, comme tu as pu nous le montrer sur la photo, ou est-ce qu'il y a aussi des formes de travail à domicile ou en remote ou ailleurs? Alors, c'est assez marginal à Madagascar. En fait, les seuls cas présents dans l'échantillon, c'est des personnes qui avaient télétravaillé pendant le Covid, en fait, hein. Sinon, globalement, tout se passe sur place dans un open space. Bon, il y a une raison quand même à ça, hein, c'est que l'Internet est assez peu développé à Madagascar, donc c'est assez rare d'avoir une connexion stable à domicile. Et parfois, certaines données sont assez lourdes, en fait, à transférer. Euh, je prenais l'exemple des vidéos de la vidéosurveillance dans les supermarchés. En fait, pour recevoir toutes les 6 secondes des séquences vidéo, ça demande une connexion très stable et très performante. Donc, ça limite le recours au travail à domicile. D'accord. Et alors, du coup, le rôle de discuteur me permet de te poser, moi, une question, alors qui a peut-être pas forcément de lien avec le fond, mais tu évoquais que tu as fait des entretiens à distance. Tu en as fait aussi à Madagascar. Euh,
qu'est-ce que ça a changé dans ta posture, ton regard en tant que chercheur, d'avoir été faire des entretiens là-bas? Parce que j'imagine que tu es immergé dans la vie locale, dans un milieu, une autre culture. Et donc, est-ce que ça a changé ton regard, ta manière d'interpréter les choses? Voilà, est-ce que ça a eu un impact sur ton analyse, ta posture professionnelle? Alors, vaste question. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, une première chose, c'est de se rendre compte que là, qu'on est un homme blanc à Madagascar, hein, avec tout ce que ça a comme conséquence sur la relation avec les personnes enquêtées. Je vous donne un exemple, mais je reçois encore des messages de travailleurs interrogés qui me demandent si je vais monter mon entreprise là-bas. Parce que pour eux, ce que l'homme blanc représente, c'est pas un chercheur, c'est un client potentiel, un donneur d'ordre ou quelqu'un qui vient monter son entreprise. Donc là, ça a quand même son importance dans la manière de comprendre leur vision du secteur et leur vision des VASA, donc des Français. Un autre aspect, c'est que en étant dans la capitale, on se rend compte que le secteur, il est vraiment présent partout. En fait, on rencontre assez facilement des gens qui disent ah bah j'ai fait ci, j'ai fait ça pour telle entreprise française, j'ai fait de la rédaction de contenu pour une entreprise française. Je pense notamment voilà d'aller chez une grande chef malgache qui est l'équivalent de la Philippe Etchebest locale, qui fait des émissions à la télé et qui pendant le Covid avait fait des tâches de rédaction de contenu pour des agences de communication. Voilà. En fait, on se rend compte que le secteur est vraiment très présent. Et puis ensuite, ça a permis d'interroger des travailleurs qui étaient moins forts en français avec un traducteur. Donc, ce qui a permis aussi d'avoir toute une partie de l'échantillon qui parfois était un peu moins qualifié, moins diplômé, etc., etc. Et il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vais pas m'étendre plus que ça. Ouais, j'imagine. Bah écoute, merci. Y a pas d'autres questions ici. Merci Clément pour ton intervention. Je te redonne la parole, Vincent. Eh bien, merci Nicolas, merci Clément. Il restait une petite question de Frédéric Léonzi qui s'interrogeait sur le respect du devoir de vigilance des donneurs d'ordre dans ce qu'il interprète être une sorte de marchandage international. Est-ce que tu as des réflexions autour de cela? Alors, pour l'instant, il y a deux freins à ce respect du devoir de vigilance. Premièrement, la manière dont se structure le secteur. Vous avez des grandes entreprises françaises qui sont donc concernées par le devoir de vigilance, qui atteignent le seuil prévu par le devoir de vigilance, qui en fait font appel à des startups pour développer des choses, mais qui ignorent comment ça se passe concrètement, euh, la fabrication des modèles d'IA, et donc en fait, ils savent tout simplement pas qu'il y a des travailleurs derrière. Donc là, c'est compliqué de mener un audit ou de mettre en place des choses si on ignore que ça existe. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important, qui freine la mise en place de ce devoir de vigilance. Euh, et j'ai oublié le deuxième point, donc c'était probablement pas important. Et en tout cas, il y a ce frein très important. Voilà. Très bien, merci pour l'éclairage, Clément.